Voilà, Francis, dans ce film, quel est le chapitre qui te semble le plus important et pourquoi? Ah, je ne sais pas si on peut dire important. Moi, le premier chapitre qui m'a le plus touché dans un premier temps, ça a été l'agriculture, en fait. L'agriculture, et après, quelques temps plus tard, est venue l'éducation, en fait, sur ces 5 chapitres. Donc, l'agriculture, pourquoi? Parce que tout homme, dans sa vie, se pose 4 questions. Dans sa vie, hein, on est à Radio Théo, on va se poser des questions. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Et surtout, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vient le thème de la nourriture, qui est fortement lié à l'agriculture. Et je ne sais pas si vous savez, en ce moment, il y a un nouveau terme qui fait débat, c'est le terme rempliture. Le terme rempliture, en fait, c'est quelque chose qui ne nous nourrit pas. Aujourd'hui, il faut manger peut-être 20 oranges pour atteindre ce que contenait une orange dans les années 50. J'ai eu la chance d'être sur le tournage, hein, notamment dans le chapitre de l'agriculture, en permaculture, dans la ferme du Bec et Loin, où j'ai été accueilli par Charles et Perrine. Et ce sont des gens qui m'ont accueilli avec une grande mansuétude. Ça, je tiens à le souligner. Ils sont vraiment pétris de ce qu'ils font. Ils sont vraiment dans une dimension qui est toute nouvelle, qui est à l'opposé de ce qui se fait actuellement. Et j'aime beaucoup aussi à citer que cette perception, elle n'est pas nouvelle, hein, puisque très tôt, bien sûr, dans l'encyclique Laudato Si, on le voit, hein, c'est Saint François qui disait ça. Il y a aussi, il faut citer quand même Saint Hildegarde, hein, qui est la 4e docteur de l'Église, il faut le rappeler, que Benoît XVI a voulu, qui très tôt, au Moyen-Âge, avait déjà vu qu'il y avait déjà une certaine malbouffe, on va dire, hein, qu'il y avait une différence fondamentale entre nourriture et rempliture. Et ce qu'on peut constater aussi, hein, on est quand même sur Radio Théo, moi ce que je vois c'est une nouvelle version apostolique de Ora et Labora, un modèle social qui, ma foi, persévère toujours et encore, surtout sur le laborat aujourd'hui en fait, comment on cultive la terre. Comme on l'avait évoqué hein, hors antenne, le film est aussi, comme tu le disais, un lieu de conversion humaine et chrétienne. Simplement, on va faire un lien très court. Je lis la 4e de couverture de Laudato Si, du pape François. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Sur la 4e de couverture du film Demain, hein, le film Demain n'est pas simplement un film, c'est aussi un livre pour adultes et un livre pour enfants. Que dit Cyril? Il répond un peu au pape. Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui traversent le pays? Et si nous mettions bout à bout certaines des meilleures solutions que nous connaissons déjà dans l'agriculture, l'énergie, l'économie, l'éducation et la démocratie? Donc voilà, en fait, hein, le pape questionne, hein, le texte Laudato Si est un très beau texte littéral, et le film Demain, je dirais, il a une valeur incarnative, en fait. Il incarne, il propose des solutions au questionnement littéral du pape François. Hein, c'est comme si on se posait des questions. Que serait Dieu sans Jésus? Que serait Jésus sans l'Église? Et que serait l'Église sans la Bible? Donc, que serait Laudato Si sans Demain? Moi, personnellement, j'ai envie de dire, pas rien, mais la plus-value est là, en fait, hein, puisque quand même, c'est la première fois qu'en France, et même en France, qu'un documentaire français fait 1 million d'entrées. Et il est sorti dans 30 pays, et il continue sa sortie et sa tournée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la cause, en fait. C'est plus une question œcuménique, c'est plus une question interreligieuse, c'est une question commune. Et c'est même plus une question, c'est un sujet de survie, en fait. Et comme le disait pas plus tard qu'aux dernières semaines sociales de France, hein, Monseigneur Beau, que nous vivons un kairos. Qu'est-ce qu'un kairos, en fait? Ce sont des temps favorables, en fait, où, c'est ce que veut l'encyclique, hein, l'encyclique
à tout le monde en fait, à toutes les personnes de bonne volonté, hein. Ce sont des temps favorables où la cause est réellement commune. Et pour rentrer encore plus en profondeur dans ce livre, hein, dans ce film demain, hein, quand j'étais en permaculture avec Charles et Perrine, dans un environnement extraordinaire, très luxurieux, on se retrouve un peu dans le jardin d'Éden. On revisite un peu la Genèse, en fait, la Genèse 2.0 version 2015-2016. Oui, c'est vrai, en fait. C'est là où, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, finalement, le mal ne s'est pas contenté de pervertir la nature humaine à travers une pomme. Au moment où je vous parle, le mal a perverti toute la nourriture, en fait. Quand le prêtre, pendant la messe, dit « fruit de la terre et du travail des hommes », il ne dit pas fruit de la spéculation monétaire et de l'esclavage des gens. Tu pourrais, Francis, peut-être nous donner une définition de la permaculture? Contraction, très simplement, en 2 mots, permanent, culture. Exemple, tout concret, la nature, quand elle se développe, elle ne fait jamais de monoculture. Jamais dans une forêt, tu verras un champ de milliers d'hectares d'une seule variété d'espèces. Ce que fait la nature, c'est qu'elle va mettre en symbiose plusieurs espèces, en fait. Ce que Charles et Perrine ont fait dans leur jardin, c'est ce qu'on appelle la culture associée. Et les rendements sont 10 fois plus élevés, en fait, qu'en agriculture conventionnelle. Cotienne, est-ce que tu penses que ces agriculteurs peuvent passer sur ce modèle-là? Parce que beaucoup disent que c'est bien joli tout ça, mais la transition pour eux n'est pas possible parce qu'ils ont investi dans d'énormes matériels de production. Donc pour revenir sur le film, hein, c'est simple, hein, je ne vais pas nuancer mon propos. La réponse est oui, couplée à l'agroécologie. Olivier de Schutter a mené une étude internationale pour l'ONU, s'il vous plaît, et la réponse est oui. Donc je ne peux même pas nuancer mon propos, puisque permaculture plus agroécologie, ben, on couvre tout. Je prends un exemple concret, bon, le bec et loin est un exemple, Maxime est un exemple. Mais tous ces gens-là, c'est des gens qui sont, c'est ce qu'on appelle un peu les néo-ruraux, qui sont venus avec ils avaient un capital à la base, ils se sont installés avec ce capital-là. Ce que n'ont pas les agriculteurs, qui récupèrent une ferme de père en fille généralement, fait, et qui se retrouvent avec... avec... Après, il faut savoir redéfinir la politique, en fait. Ouais. Que dit la doctrine sociale de l'Église? Qu'est-ce que la politique? Sans entrer dans des grands débats. C'est rechercher l'utilisation du bien commun, la meilleure utilisation du bien commun au profit de tous. Donc si Monsanto s'allie avec Bayer, c'est pas pour rien. Hein. Cause-conséquence, 100 personnes détiennent la moitié de la ressource monétaire mondiale. Il n'y a que 100 personnes en fait. Donc c'est simple, hein, l'équation est simple. Hein, la politique, c'est rechercher la meilleure utilisation du bien commun au profit de tous. Au profit de tous. C'est ça vers quoi on doit tendre. Mais c'est pas évident de faire. Faudrait pas faire porter non plus le chapeau de cette recherche uniquement aux agriculteurs, parce qu'on parle ressources, permaculture, mais ils ne sont pas les seuls. Maxime et Charles Perrine sont suivis par l'INRA. Ils sont suivis par l'INRA. Ça nécessite un accompagnement serré. Quoi. Ils sont ébahis. Et même pour l'avoir rencontré, hein, Dick qui est quand même à la base, il a travaillé en chimie en fait. Hein. Il dit qu'on nous ment quelque part. Il dit que tout peut se faire par à la fois l'agroécologie et la permaculture en fait. Voilà quoi. Ouais. Et bon, après j'aimerais rebondir sur une question théologique en fait, hein, puisque Jeremy Rifkin va beaucoup plus loin dans le débat en fait. En ce moment, au moment où je parle, il y a des anthropologues qui réfléchissent sur le successeur de l'Homo sapiens sapiens. J'aime bien dire sapiens parce que l'Homo sapiens, ses jours sont comptés. On lui a déjà donné un nom en fait, au successeur de l'Homo sapiens sapiens, qui est l'Homo empathicus. Mais l'Homo empathicus, empathique, qui corrèle avec l'année de la miséricorde, ça veut bien dire ce que ça veut dire en fait. Pierre Rabhi, en fait, qui a cofondé les Colibris avec Cyril Dion, voit le changement d'un changement d'abord intérieur en fait. C'est pour ça qu'au début de l'émission je disais
Oui, l'agriculture, parce qu'il y a les 4 questions. La dernière question est fondamentale. Hein. C'est inné chez un enfant, l'être naissant des entrailles de sa mère. Le premier réflexe, c'est d'avoir faim. Et donc l'agriculture, la nourriture, c'est fondamental. Mais après, il faut cette fameuse nourriture spirituelle, en fait, qui vient alimenter l'être au plus profond de lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans Laudato Si et dans Demain, on retrouve ça l'un avec l'autre. RCF dans le Lochois, 105.7. Du coup, là, c'est la dernière partie de l'émission. C'est le message. La joie se partage. Donc voici sur le plateau de Radio Théo Jeune Pro avec Francis, Amélie et Florian autour du film Demain et Laudato Si. C'est une des raisons pour lesquelles le film a eu tant de succès, c'est que on fait 5 minutes de constat et après on enchaîne pendant 1h55 sur les différentes initiatives. Et bon, j'ai pu voir le film 5 fois, j'ai fait quelques avant-premières, dont toutes les premières en fait, hein, où en fait il y avait une interaction avec Cyril Dion, Mélanie Laurent et le public. Et j'ai beaucoup aimé, chez les chrétiens, vous savez ce que c'est, Cyril faisait à la fin du film parfois ce qu'on pourrait appeler un vocation call. C'est-à-dire, quel est le chapitre qui vous a plus touché en fait? Est-ce que c'était le chapitre de l'agriculture? Est-ce que c'était le chapitre de l'énergie, de l'économie, de l'éducation ou de la démocratie? Et là, en fait, chacun est appelé à faire un changement, et j'aime beaucoup ce terme, where we are. C'est une expression que j'emprunte à Pam et Marie qui ont fondé les Incroyables Comestibles. Elles étaient 2, aujourd'hui ils sont 800 000. Donc on est invité à faire un changement là où nous sommes. Il n'est pas question de dire voilà, je vais réviser la Constitution, et par les relations en fait qu'on a avec les autres, ce pourquoi la nature est faite en fait. J'ai presque envie de dire que en fait nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une aventure humaine en fait. Et je suis venu avec un programme électoral que je vais développer en 33 points. Hein. 33 points, ça va être très rapide, vous allez voir. Très souvent, les chrétiens se posent la question, comment devenir saint? Mais ce qu'ils ne se posent pas comme question, c'est qu'est-ce qui m'empêche de devenir saint? En fait, qu'est-ce qui m'empêche de devenir saint? Les 7 péchés capitaux, ça fait 7. La réponse aux 7 péchés capitaux, c'est les 7 dons du Saint-Esprit. Ça fait 14. Augmenter des 3 vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance, charité, avec les 3 conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance, ça fait 20. Voilà, un beau programme. 20 points, vous me direz, il en manque encore 13. 12 points, ce que j'ai pu noter dans ce film, ce que j'appelle le aura et l'abora apostolique des temps modernes, c'est les 12 fruits du Saint-Esprit, sincèrement. À rencontrer Cyril, à rencontrer Mélanie, à rencontrer les différents acteurs, franchement, je vous le dis, les 12 fruits du Saint-Esprit étaient là. Ils étaient là. La mansuétude de Charles, la modestie de Nick, la joie de l'équipe qui était soudée, on arrive à 32 points. Et si vous ne retenez pas tout, je connais un de mes membres de ma famille a rencontré un homo empathicus qui a été canonisé le 4 septembre, qui est Mère Teresa, qui dit tout simplement « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ».